retrouvons nos invités, Pasteur Edo, Komi Adam Adjoron et puis Germain Pouli pour la suite du débat. Paul-Henri Sandaogo Damiba est l'homme à la tête du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration. Les militaires du MPSR ont annoncé lundi 24 janvier à la télévision nationale avoir mis fin au pouvoir du président Roch Marc Christian Kaboré. Que sait-on du lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, Germain Pouli? Alors, qu'est-ce qu'on sait de ce lieutenant-là qui était jusque-là presque ce lieutenant-colonel, inconnu du grand public, mais qui venait fraîchement donc d'être nommé en début du mois de décembre par le président qui l'a finalement renversé. Donc, son bienfaiteur. Bon, son bienfaiteur. Oui. Voilà, et donc on l'a nommé à la tête d'une région, donc un militaire, la 3e région, je pense, donc, et puis de la sécurité, donc de la capitale. Et on sait qu'il a fait ses études en France, il a fait l'école de guerre, donc à Paris. C'est un grand stratège qui a aussi publié un essai assez important sur la lutte humaine des pays ouest-africains dans le Sahel. Les armées africaines et le terrorisme. Voilà, et donc on sait aussi et surtout qu'il est assez proche aussi du colonel Zungrana, donc qui a été arrêté. Et donc c'est un jeune officier et qu'on n'a pas encore écouté parce qu'il est resté encore silencieux depuis. C'est un autre capitaine donc de cette junte-là qui s'est exprimé, mais tout porte à croire que c'est lui donc le chef de la junte. Et aujourd'hui c'est quelqu'un aussi qui a passé plusieurs années au front, donc à lutter depuis que ce pays est en proie à des attaques djihadistes. Il est présenté comme quelqu'un qui connaît un peu le terrain, mais on peut déjà le cataloguer dans cette jeune génération de lieutenants-colonels qui sont intéressés par la gestion donc, du pouvoir dans leur pays. Alors, Pasteur, il a 41 ans. Quand on voit son profil, on peut dire tout simplement, comme Germain l'a aussi dit, que c'est tout simplement un militaire instruit. Oui, ben les gens présentent. Quand moi j'ai essayé d'échanger un peu avec certains collègues de la société civile du Burkina, surtout le balai des citoyens, donc ils ont dit que c'est un jeune quand même, c'est un jeune génie qu'on connaît qui quand même maîtrise les rouages de l'armée, du combat sur le terrain. Il a fait la criminologie, donc je crois quand même que il est quand même adoubé au sein de l'armée. C'est pourquoi l'unanimité a été faite autour de lui pour qu'il soit à la tête des militaires, enfin de la jeune. Donc c'est dire que aujourd'hui en Afrique, surtout en Afrique de l'Ouest, les lieutenants-colonels font vraiment peur. Font vraiment peur puisque c'est eux qui accèdent au pouvoir dans les pays francophones. Donc il y a lieu aujourd'hui quand même que je reviens encore pour dire que, au fait, tout ça là, ce n'est pas quand même bon pour nous en Afrique, parce qu'on estime qu'un chef d'État a été élu. Il a été élu démocratiquement, certainement avec une majorité absolue, une majorité de suffrage exprimé. Et un an après, vous voyez que ceux qui sont contre lui, ceux qui ont voté pour lui, au moins le pourcentage qui avait voté pour lui, en principe, devait s'opposer aux poutistes. En principe, devait s'opposer aux poutistes. Mais voilà eux qui sont pour les poutistes, qui applaudissent, qui parlent. Donc, c'est dire quand même que ça, pour moi, que ça interpelle ceux qui sont élus, même y compris nous qui sommes des élus locaux. Nous qui sommes élus. Quand vous êtes élus, il faut tenir compte des besoins du peuple. Pour qu'en cas de caissière, les gens puissent vous défendre. Parce que si réellement Christian Kaboré prenait soin, était vraiment intéressé préoccupé par les besoins des Burkinabés, s'il y a un coup d'État, on va voir des contre, des gens qui seront contre. Il n'y aura même pas le coup d'État. Il n'y aura même pas le coup d'État. Les gens seront contre le coup d'État. Mais aujourd'hui, regardez, c'est tout le Burkina, presque tout le Burkina. Et le problème qu'il y a aujourd'hui, ce que j'ai remarqué, c'est que
l'interdiction des manifestations en Afrique, ça crée plutôt, quand vous interdisez des manifestations, ça braque les gens. Ça braque. L'interdiction de cette manifestation par le maire de la ville de Ouaga. C'est ça qui a créé des troubles. Les jeunes voulaient coûte que coûte manifester et ils ont bravé l'interdiction pour manifester. Et donc, ce qu'il faut, pour moi, il faut laisser les gens manifester, les encadrer. Et quand, attention, ce qu'on ne sait pas, quand vous dites oui à la manifestation, ça ne mobilise pas autant de non quand vous dites non. Quand on dit oui à une manifestation, vous ne venez pas tant de monde que quand on dit non. Quand vous dites non, les gens disent ok, ils sont dans le jeu d'opposition, c'est-à-dire d'antagonisme. Et ça, ce n'est pas bon. Donc, il faut aussi qu'on apprenne. Dans les autres pays, quand on veut manifester, qu'on laisse les gens manifester, les encadrer jusqu'à la fin de leur manifestation. Donc ça aussi, c'est un point très, très important. Aujourd'hui, la situation est là. Tout ce qu'on pourrait souhaiter à ceux qui sont là, c'est de vraiment faire de telle sorte que, puisqu'il y a l'exemple de Zida, hein, on se rappelle, c'est Zida, donc, qui vraiment a été obligé de quitter le pays parce qu'il voulait vraiment s'asseoir, il avait goûté, il avait commencé par goûter au pouvoir. Donc que ces jeunes-là, que ceux qui sont là actuellement puissent rapidement s'occuper un peu de la sécurité du pays, parce que c'est de ça il s'agit aujourd'hui. Vous avez vu comment les gens pleurent, les Burkinabés pleurent pour avoir perdu des parents, pour avoir perdu des enfants, pour avoir perdu des frères, avec les attaques djihadistes. Donc, ce qui est intéressant aujourd'hui, même quand vous prenez le lieutenant-colonel, il a été quand même dans la garde présidentielle de l'ex-président. Il faisait partie de la garde RSP, comment vous l'appelez, rassemblement RSP. Et donc, c'est quelqu'un qui maîtrise bien le rouage, et on souhaite quand même qu'il puisse rapidement apporter des solutions à la crise, enfin, aux problèmes que traverse le Burkina en matière de sécurité. Adam, Pasteur l'a dit tout à l'heure, il faisait partie de la garde présidentielle du président Compaoré. Est-ce qu'on peut dire en même temps qu'il est proche de l'ancien président burkinabé? C'est trop tôt de le dire, mais de toute évidence, lorsque vous appartenez, vous êtes d'abord officier, et officier d'un même supérieur, vous appartenez à la garde présidentielle d'un président de la République. Il est très difficile de dire que vous ne vous retrouvez pas ou vous n'êtes pas proche de ce président. C'est très difficile de le dire. On peut le dire ainsi, mais je pense que les orientations en termes d'idéologie qui ont amené donc à ce coup d'État-là, il est très difficile de pouvoir partager ces aspirations avec peut-être ce que défendent ceux qui étaient au premier plan, disons, du refus pour certains, mais également de l'acceptation du départ de Blaise Compaoré. De toute évidence, aujourd'hui, il est très difficile de faire une similitude entre les deux. Ces deux événements assez différents, ils ont vécu des expériences après le départ de Blaise Compaoré, qui a motivé en fait d'autres aspirations et qui aujourd'hui a conduit à ce coup d'État-là. Puisque d'abord, lui, il est connu comme d'abord un officier un peu bavard et bien instruit. Et au regard très discret, au regard aussi de ses expériences, mais également de sa culture, il était aussi sollicité pour des apports de solutions. Malheureusement, pour certains, ces solutions, pour la plupart du temps, ne sont pas prises en compte. Puisque vous savez, jusqu'au dernier moment, il était aussi l'un des acteurs de premier plan dans cette lutte contre le djihadisme. Et donc, quelque part, on peut réellement dire que c'est au regard du fait que il y avait des motivations politiques qui faisaient un peu entorse ou barrière ou barrage pratiquement donc à cette prise de décision, puisque lorsque vous les prenez en tant que spécialiste de la question, on fait intervenir dans des motivations politiques pour les mettre donc à l'écart. Et puisque quelque part nous disons, et je sais, puisque un président de la République, c'est l'homme le plus renseigné du pays, et on sait pertinemment qu'il avait donné des renseignements, et il essayait également de pouvoir, disons, faire avancer des motivations de méfiance à l'égard d'un certain nombre d'officiers. Or, ces gens-là n'étaient pas dans une poursuite fondamentalement d'arriver à un coup d'État, mais c'était quand même pour chercher des solutions à cette crise-là. Et lorsqu'on les mettait donc au placard, les gens se posent donc des questions. C'est ce qui a motivé le fait qu'il y a donc une concordance de vue entre tous ces officiers, pratiquement tous ces camps-là, qui étaient d'abord à l'avant-garde
de cette lutte contre les djihadistes qui sont donc entendus. Sinon, lorsque nous prenons un peu le cas du Burkina Faso, il est très difficile de pouvoir donc présager à un coup d'État comme ça. Puisque lorsque nous remontons un peu l'histoire et que nous lisons un peu les livres qui ont conduit dans des coups d'État, c'était très difficile. Ici, il y avait d'abord une arrestation, les gens sont entendus et ils sont partis directement. Lui dit que voilà, nous voulons tel. Même si ce n'est pas véritablement la question, mais on sait pertinemment qu'ici, il n'y avait plus, disons, des combines de l'homme qui ont conduit les gens, sont déterminés. Ils disent que voilà, il faudrait quand même que nous mettons fin à cela. Voilà, nous faisons des propositions qui ne sont pas pour la plupart du temps prises en compte, mais il faudrait quand même passer à l'acte. C'est ce qui a coûté donc le pouce à Rome, à Christian Caboret. Mais ce que nous disons, c'est que après ce coup d'État, je pense qu'il y a des leçons à apprendre. Et je pense que quelque part, les aspirations profondes des populations, et le pasteur le disait tantôt, ces aspirations, c'est vrai, lorsque nous calculons le pourcentage de ceux qui ont lu Rochma, Christian Caboret, et aujourd'hui ceux qui manifestent, c'est vrai qu'il y a un grand écart, mais qui peut arriver, comme je le disais tantôt, compte tenu du fait que ces aspirations n'ont pas été prises en compte. Ça peut être à un mois donné, pour que vous avez donné gage de pouvoir donc lutter contre ce djihadisme-là, mais en arrière-plan, on ne voit pas vous mettre les moyens. À quoi donc vous pouvez donc motiver cette lutte-là? C'est ce qui a conduit que réellement, une bonne partie de ceux qui l'ont élu sont revenus donc à la chose pour être contre le fait que de sa gestion de la crise sécuritaire. Et voilà donc cette illesse-là qui risque de se gonfler du jour au lendemain si ces militaires-là prenaient donc les bonnes décisions qui puissent donc amener donc à la quiétude et la sécurité du pays. Donc ils seront pratiquement bien applaudis. Germain Pouli, en 2015 déjà, c'est vrai qu'on ne l'a pas trop remarqué. Il se démarque en déjouant une tentative de coup d'État contre la démocratie qui vient de naître au Burkina Faso. Vous pensez que 7 ans après, Paul Henry a vraiment grandi et les circonstances du pays l'ont poussé à être devant aujourd'hui? Oui, non, bon, on peut parler aussi de destin quand les gens arrivent au pouvoir, que ce soit par les urnes ou par le coup d'État. On parle de destin parce que c'est pas par hasard que quelqu'un arrive donc à ce niveau. Maintenant, après, est-ce que le destin sera positif? Est-ce qu'il va réussir sa mission? Est-ce qu'il va s'embourber? Est-ce qu'il va sortir par la petite porte ou la grande porte? On n'en sait rien. Mais toujours est-il que quand il y a eu cette tentative de putsch dont vous parlez, il a été sollicité par le général Djibril Bassolé pour renforcer et pour un renfort à Ouaga. Et il a refusé. Je pense que ça aussi lui a valu un certain respect, un mérite de la part donc des autres corps. Il avait 34 ans voilà, à l'époque. Qui était contre donc ce putsch-là et qui a donc échoué finalement, alors qu'on disait que c'était un corps d'élite, le corps le mieux armé et qui aurait pu réussir, donc qui n'a pas réussi. Donc aujourd'hui, que les autres militaires le désignent pour être à la tête, ça veut dire que quelque part, on pense que c'est l'homme de la situation. Je pense surtout aussi que l'ouvrage qu'il a écrit en témoigne de quelqu'un qui a mûrement réfléchi sur la situation, qui est globale, qui n'est pas seulement burkinabé, mais qui est globale, générale au Sahel, et pour montrer que la plupart des décisions prises par les armées pour combattre le terrorisme n'était pas très bonne, c'était pas de bonnes solutions. Alors moi, je n'ai pas lu l'ouvrage, mais ça laisse présager au moins qu'il a une idée assez claire de comment peut se mener cette lutte-là. Et aujourd'hui, c'est une question sécuritaire. C'est pas vraiment la lutte contre la pauvreté, même si on sait que la stabilité permet de lutter rapidement contre la pauvreté, mais les gens ont plus peur de la mort que de la faim. Donc quand vous voyez 2000 Burkinabés qui sont tombés, quand vous voyez plus d'1,5 million qui se déplacent de leur zone habituelle parce que régulièrement attaqués, et donc on comprend. Et puis vous savez, il n'y a pas de bonnes solutions, on en parlait la dernière fois, où il y avait eu ce projet avec la Chine où plusieurs milliards avaient été investis dans Ouaga Smart, qui est un projet de sécurisation de la ville, où on a parlé de placer des caméras
à Bobo et à Ouaga, alors que ces sous-là auraient pu servir à soutenir l'armée. Parce que le djihadisme, ça n'a pas servi à grand-chose. C'est pas en ville que ça. Donc, par exemple, c'est des choix qui aujourd'hui rattrapent le président qui a été déchu, parce que si stratégiquement il avait écouté certains bons conseillers, je pense qu'il aurait pu. Vous savez aussi que ces jeunes sont en train de balayer aussi les anciens généraux. Quand ils arrivent, on a vu aussi en Guinée comment ça se fait. Donc ça veut dire que c'est une nouvelle élite qui arrive avec de bonnes idées, mais on ne peut pas tout de suite applaudir. C'est à l'œuvre qu'on connaît l'artisan. Parce que, non, même pas, parce que quand on prend l'histoire des derniers coups d'État, depuis les années 2000, avec Robert Guéhi et tout ça, jusqu'à le coup d'État d'hier, il n'y a pas, les militaires n'ont vraiment pas laissé une bonne impression après leur passage. Beaucoup se sont retrouvés dans des conditions difficiles. S'ils ne sont pas morts, ils ont dû quitter le pays. Le seul militaire africain qui aurait réussi à faire quelque chose, c'est Thierry Rawlings, qui est d'une certaine époque aussi. Donc, même je crois au Niger, le Niger a réussi. Le Niger avait réussi. Il a fait juste un passage éclair. Oui, et puis il a organisé les élections. Oui, au Niger. Voilà, aujourd'hui, ce qu'on souhaite vraiment, c'est le retour de la démocratie, parce que l'Afrique a attendu longtemps pour que les militaires qui ont imposé des dictatures à la tête de nos États s'en aillent. Si aujourd'hui on revient à cette situation-là, alors que les jeunes et les Africains ont déjà goûté à la liberté, ça va être compliqué. Maintenant, c'est vrai que dans ces pays-là, en dehors de la Guinée, c'est prioritairement les questions sécuritaires qui ont servi de base à l'incursion des militaires dans la vie politique. Maintenant, tous ces militaires demandent un temps relativement long pour régler les problèmes sécuritaires. Et ça ressemble à des mandats à la tête des États. Et il faut le leur accorder. Beaucoup le soupçonnent déjà de devenir civil, il faut le leur accorder, d'être candidat à leur propre succession et de s'éterniser au pouvoir. Et donc, c'est aujourd'hui l'inquiétude et le risque qu'il y aura pour les démocraties, surtout en Afrique noire francophone. Avant de trouver Pasteur Ido Komi, Adam, je disais, vous savez, on ne peut pas parler de ce coup d'État-là sans faire référence au coup d'État mené par Djibet Diendéré par le passé. Vous avez vu que c'était un coup d'État assez impopulaire et la population même était sorti contre, donc mêlé pour dire voilà, ils étaient contre ce coup d'État. Mais aujourd'hui, c'était contre Michel Kafando, le président de la transition. Donc aujourd'hui, on voit clairement que les militaires ont bien étudié leur plan. Ils savaient pertinemment que la population les attendait de pied ferme et que ce coup d'État-là allait véritablement être apprécié par la population. Mais au même moment, il y avait aussi un sentiment d'inquiétude qui s'agrandissait, compte tenu du fait que vous allez remarquer depuis un moment que les militaires ont pris le pouvoir au niveau du Mali et on voit véritablement les incursions en ce qui concerne donc les djihadistes, c'est plus vers la zone des 3 frontières et vers le Burkina Faso. Et lorsqu'on n'a pas donc le matériel adéquat pour les combats, on voit clairement que demain serait encore pire qu'aujourd'hui, donc il faudrait anticiper. Donc ils sont dans une logique d'anticipation pour éviter donc le carnage demain. Mais au même moment, moi je pense que c'est un sentiment lorsque nous comparons un peu ces deux éléments. On peut plus ou moins dire qu'à un moment donné, les Burkinabés étaient un peu nostalgiques. Lorsqu'on compare l'ère, surtout en ce qui concerne l'ère Campaoré et l'ère Kaboré, les gens ont tendance à pouvoir dire on préférerait choisir. C'est deux mondes aux antipodes. Ouais, on préférerait choisir parce que c'est vrai, on nous parlait, il y avait tout ce qu'on peut reprocher à Blaise Campaoré, mais la population vivait en paix. Donc c'est là également. La sécurité surtout. Voilà, c'est là également qu'il faut véritablement faire la part des choses en ne criant pas fondamentalement à un changement. Moi, je pense que c'est un changement assez réfléchi, amènerait beaucoup plus de stabilité, de pouvoir dire que voilà, il est mauvais. Mais c'est pourquoi il dit aujourd'hui, on peut plus ou moins accorder le bénéfice du doute à ces militaires-là, même si on ne sait pas de quoi serait fait demain. Sous Blaise Compaoré, déjà, on voit des analyses qui passent par ici, Pasteur Ido Komi, que l'ancien président avait l'habitude de prendre langue avec des groupes. C'est vrai qu'à l'époque, les djihadistes n'attaquaient pas le Burkina Faso. Est-ce que vous pensez que Paul-Henri aussi va adopter la même méthode, c'est-à-dire négocier avec les djihadistes aujourd'hui pour avoir la paix au Burkina Faso?
Non, je crois que là où on en est pour les attaques djihadistes, on est allé très loin. On est allé très loin. Il y a le point de non-retour est déjà atteint. Donc, il y a lieu aujourd'hui de combattre. C'est-à-dire, c'est une affaire de combat. Il faut combattre les djihadistes pour aller jusqu'au bout. Donc, il faut les moyens. Il faut naturellement les moyens. Et d'ailleurs, je crois que c'est ces moyens, certainement, fondamentalement, ce sont ces moyens qu'ils réclamaient. Ouais. Ils réclamaient le week-end même là, le week-end, c'était cela, les revendications. Il faut leur donner, les militaires demandaient des moyens, et ça fait très mal que ce soit les militaires qui manifestent pour demander des moyens pour aller au front. Qu'est-ce qui peut expliquer cela? C'est la lutte contre Covid-19. On sait que ça a commencé mais même écoutez, il y a un aspect même qu'on est en train d'occulter, c'est que selon les informations, il y a certains militaires, il y a certains officiers, enfin plus gradés, supérieurs, qui détournaient aussi les fonds, qui détournaient certains fonds qui étaient alloués à la défense. Et donc, cela même a été porté au niveau du président, à la connaissance du président, mais qui n'a pas toujours agi. Et donc, c'est ça qui fait la furie, la colère des jeunes officiers aujourd'hui. C'est ça exactement. C'est ça qui fait la colère. Donc, les militaires, les poutistes, les militaires au pouvoir savent très bien que le peuple burkinabé est debout. C'est-à-dire, le peuple burkinabé, on le connaît. On connaît le peuple. S'il dit aujourd'hui qu'il ne veut pas, c'est parce que ce peuple-là ne veut pas. Et ce peuple est toujours engagé, déterminé. Donc les militaires là connaissent bien la psychologie de ce peuple-là et certainement ne vont pas faire des erreurs. Et surtout, vous avez vu la montée du sentiment anti-français. Anti-français, oui. Bon, peut-être que ce coup d'État, ça va être interprété de plusieurs manières pour le moment. Oui, j'allais poser cette question. Ça va être interprété de plusieurs manières, mais pour le moment, on va se garder de dire quoi que ce soit. Pour nous, c'est un coup d'État qui a été monté par les Burkinabés pour le moment. Bon, par la suite, on verra bien. Est-ce que c'est une manière de faire, de couper la montée du sentiment anti-français? Personne ne sait. Mais le peuple burkinabé, fondamentalement, est debout maintenant. Et ceux qui sont au pouvoir doivent faire extrêmement attention. Les mêmes qui ont crié aujourd'hui, qui les ont adoubés aujourd'hui, le peuple burkinabé demain peut changer de manière... surtout que c'est un peuple qui est capable de sortir à tout moment. Bon, donc, les militaires connaissent bien le peuple et je pense que si il arrive que le coup d'État a été monté ailleurs pour pouvoir arrêter la montée, la révolution qui est en cours contre la France, je crois que ça va être vraiment très... ça ne va pas marcher, ça ne va pas prospérer avec les jeunes militaires au pouvoir. Germain Pouli, je sais que c'est difficile de répondre à cette question, mais déjà les gens pensent que c'est un coup d'État de plus pour soutenir la Guinée et puis le Mali. D'autres analysent aussi que, comme Pasteur l'a dit, c'est pour freiner peut-être ce sentiment anti-français. Oui, nous sommes dans un contexte où tout est possible. Ah, voilà, donc surtout qu'on présente ce jeune lieutenant-colonel comme ayant fait toutes ses formations en France. Des études. On va dire qu'il est peut-être pro-français, comme on a dit. Doumbouya Goïta, qu'il a fait en Russie, ouais. Donc il serait pro-russe. Mais en même temps, il faut aussi revenir et dire que parfois les forces de sécurité se réunissent et prennent des décisions qui ne sont pas forcément imposées de l'extérieur, mais qui peuvent être soutenues après par l'extérieur. Donc nous sommes dans quel cas, on ne sait pas. Est-ce que c'est un plan de coup d'État organisé avec le soutien d'une puissance extérieure? On n'en sait rien, parce que les jeunes qui étaient dans la rue aujourd'hui demandaient l'intervention de la Russie. Demain, peut-être on nous dira qu'il a eu un contact avec les Russes avant de faire ce coup d'État. Si d'aventure il n'amenait pas Wagner au Burkina, on dira voilà, c'est un pro-français, il ne veut pas faire comme au Mali. Alors que je pense qu'il faut chercher des solutions africaines. Parce que ce soit Wagner ou les Européens ou les Américains, ça reste des solutions qui ont des limites. Aujourd'hui, nous avons quand même des intellectuels dans nos armées. Beaucoup ont été formés en Occident. Et puis, ce n'est pas un honneur pour nous de dire qu'on fait venir 300 ou 400 militaires russes pour nous aider à combattre des djihadistes, alors que nous avons des armées
qui pourrait aussi s'en occuper. Donc j'espère, en tout cas on souhaite qu'au Burkina, l'armée burkinabé cherche les moyens et les méthodes donc, pour régler ce problème, plutôt que de recourir à une autre puissance, que ce soit la France ou la Russie. Peut-être on reviendra parler du Mali. Et donc aujourd'hui on ne sait pas, mais je pense qu'on doit considérer que c'est un coup d'État qui a été finalement pensé et mené par des militaires qui revendiquent les meilleures conditions pour faire leur travail. Et maintenant qu'ils sont au pouvoir, on espère qu'ils vont rassembler donc ces conditions-là pour assurer au peuple burkinabé des conditions de sécurité plus favorables. En 30 secondes. Non, il faut juste rappeler. Il faut juste rappeler que, préciser que c'est la tâche qui se complique maintenant à la CEDEAO, parce que la CEDEAO a encore du boulot à faire avec le Burkina, et c'est ça. Maintenant, le cas du Mali va être occulté. Il faut parler de Burkina. Bon, qui sait après-demain, qu'est-ce qui va se passer encore? Donc, la CEDEAO a du boulot à faire ces derniers temps. On marque la pause pour le journal et on retrouve nos invités pour la suite de l'émission.